On a tendance, quand une nouvelle technologie émerge, à la surestimer dans le court terme et à la sous-estimer sur le long terme. Bienvenue sur Profession Culture. Bonjour Emmanuel Tourpe. Bonjour Pierre. Vous êtes docteur habilité en philosophie, auteur de nombreux ouvrages, et vous menez en parallèle une carrière dans les médias, d'abord en Belgique. Vous avez été directeur des chaînes de la RTBF pendant 17 ans, puis vous êtes devenu directeur de la programmation de la chaîne culturelle Arte, avant de reprendre un nouveau poste, qui est la transformation digitale et le data chez Arte. Et tout récemment, vous avez été nommé directeur général du développement audiovisuel d'IPM, un grand groupe de presse belge qui comprend notamment La Libre, Paris Match Belgique, l'ADH et aussi la chaîne d'information LN24. Donc ça, c'est dans quelques semaines que vous rejoindrez ce groupe. C'est un parfait résumé, Pierre. Alors, de votre expérience franco-belge, et notamment de ces 17 ans à la RTBF et aussi chez Arte, quelles évolutions avez-vous vues au fil des années dans le paysage audiovisuel français et européen ? Vous connaissez Roy Amara ? Je ne connais Pierre. Alors Roy Amara, c'est un futurologue des années 70-80 qui a énoncé une loi qu'on appelle la loi d'Amara aujourd'hui et qui est une loi fabuleuse et qui s'est appliquée dans le milieu audiovisuel depuis 20 ans pratiquement constamment. La loi d'Amara dit ceci : on a tendance, quand une nouvelle technologie émerge, à la surestimer dans le court terme et à la sous-estimer sur le long terme. Quand le digital et Internet est arrivé, il y a d'abord eu une surestimation du phénomène. Il y a eu l'histoire de la bulle Internet qui a explosé à la fin des années 90. Et puis, il y a eu toute cette espèce de mood autour de ce qu'on appelait le UGC, le User Generated Content, où on était persuadé que les gens allaient remplacer les journalistes en produisant des contenus, ou bien que les vidéos produites sur YouTube allaient remplacer absolument toute la production faite par des professionnels. Enfin, il y a eu tout un ensemble de bulles, comme ça, qui se sont révélées en réalité très flétries et en réalité très maigres. Et puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on n'y a plus cru, au moment même où il fallait commencer à y croire. C'est-à-dire qu'il y a eu un retard de prix dans les médias, dans les milieux culturels, où tout d'un coup, on a commencé à penser que le digital, le numérique, c'était la remorque derrière, c'était le gadget qui accompagnait les gens qui faisaient du Second Life, c'était le moment, vous savez, où on faisait des documentaires web, des web docus que personne ne regardait. Enfin, une espèce de désaveu comme ça du numérique qui a fait que eh bien, nos industries culturelles et nos industries du média ont joué avec le numérique sans plus le prendre au sérieux, alors que c'était le moment pour le prendre au sérieux. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Arte à peu près à partir de 2007, où Arte était une des seules chaînes, en lançant Arte plus 7, à se dire « that's it ». Le numérique, le replay, c'est peut-être pas un gadget. Ouais. Alors, vous me demandez quelle est la modification principale dans le paysage audiovisuel ? C'est le numérique, c'est le digital. Mais aussi avec cette loi d'Amara, c'est-à-dire le digital tel qu'on y a trop cru, et le digital tel qu'on est trop lent maintenant à s'y mettre. Vous mentionnez cette transformation digitale dans son ensemble. C'est de fait le poste que vous occupez aujourd'hui à Arte, avec d'une part, donc vous êtes responsable de la transformation digitale, et d'autre part, il y a cette question de la data. En quoi ça consiste, cette transformation digitale, et qu'est-ce que la data, cette réalité qui fait souvent peur et qui suscite bien des fantasmes ? Alors Pierre, si vous permettez, je vais d'abord vous expliquer ce qui se passe dans la transformation en cours, avant de répondre à ces questions qui peuvent être un peu théoriques sur la data. Ce qui est en train de se produire, c'est plusieurs phénomènes qui sont en train en réalité d'être concurrents, qui se produisent en même temps. D'abord, premier phénomène qui est en train de se produire, qui est extrêmement important, c'est que le numérique non seulement est en train d'exploser et de transformer tout ce que nous sommes en train de faire, tout se plateformise. Mais le numérique, en réalité, est en train de prendre des filières qui n'ont plus rien à voir les unes avec les autres. Le web d'un côté, qui a ses publics, les réseaux sociaux qui ont leur public, et les media players qui ont leurs propres règles. Par exemple, si vous allez sur Twitch, il ne faut pas espérer produire une émission sur Twitch de moins de 3 heures. Ça n'a aucun sens. Si vous faites la même chose sur TikTok, ça n'a pas le même sens non plus. Et évidemment, si vous le faites sur le web, c'est totalement autre chose. Autrement dit, le monde du numérique ne veut plus rien dire. Il y a le monde des numériques, le monde des publics numériques, le monde des usages numériques, le monde des écritures numériques. Et donc, on se trouve avec des disséminations de publics, d'écriture et de production pour lesquelles on n'est pas armé. Ça, c'est le fait numéro 1 de ce qui est en train de se produire.
Le fait numéro 2, on était il y a à peu près jusqu'à 20 ans dans un modèle du média dans lequel on était tous très concentrés sur le contenu à produire. Contenu. Et puis tout d'un coup, on a commencé à comprendre que le contenu était un axe essentiel dans nos médias, mais que la distribution, le marketing et la communication étaient au moins aussi importants. Mais ce qui est en train de se produire, c'est un troisième axe qui est en développement. C'est quoi ? C'est la technologie. Aujourd'hui, être une entreprise culturelle, être un média qui ne se développe pas au-delà du contenu, vers d'un côté ses capacités de distribution, de toucher tous les publics, d'acquérir des publics, de communiquer et donc d'augmenter sa notoriété, et qui n'investit pas dans la technologie. Pourquoi dans la technologie ? Quand vous avez des publics qui sont sur des sites web, qui ne sont pas les mêmes que les publics qui sont sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas les mêmes encore que ceux qui sont sur TikTok, sur YouTube, comment prétendez-vous que votre contenu puisse avoir le moindre public si vous n'allez pas le chercher avec, dans les dents, le couteau de la technologie, avec la volonté d'aller chercher par tous les outils technologiques possibles chacun des publics disponibles. Donc ça veut dire quoi ? Chapitre 2, j'arrive à la conclusion, que tous les outils technologiques possibles pour toucher les publics dans le monde du digital, dans le monde du numérique, sont désormais indispensables. Il n'y a pas d'un côté le métier de ceux qui produisent du contenu et puis le laboratoire des geeks qui font leurs trucs dans leur coin. Ce sont le métier de produire du contenu, le métier de distribuer ce contenu et le métier de donner tous les outils technologiques possibles pour toucher tous les publics disponibles, les trois faces de nos métiers des industries culturelles. Conclusion. Il faut du data. Conclusion, il faut de la technologie et au cœur de cette technologie, aujourd'hui le noyau nucléaire, ce qui est vraiment le cœur de la technologie la plus avancée dont on dispose, c'est la donnée des utilisateurs, la donnée, la manière de transformer cette donnée par un algorithme en force de proposition, c'est le cœur aujourd'hui du métier de l'audiovisuel et du métier de la culture. Le contenu seul n'est rien s'il n'y a pas la distribution et la communication, et eux-mêmes ne sont rien si aujourd'hui il n'y a pas la technologie. Le tabouret de l'audiovisuel aujourd'hui c'est contenu, distribution, technologie, et au cœur de la technologie, le data. C'était la réponse à votre question. Mais justement, la data, enfin, pour le commun des mortels, c'est un mot, c'est une réalité, ou en tout cas une apparence de réalité qui fait peur, qui suscite fantasme, qui suscite... On pense par exemple à l'excellente série proposée par Arte qui s'appelle Le Mystère Satoshi, sur Satoshi Nakamoto, l'inventeur du Bitcoin, qui montre toutes les dérives que peut provoquer justement cette perte de liberté individuelle, cette fameuse... On a l'impression, si vous voulez, que la data, c'est un peu tout savoir sur notre vie privée. Alors, concrètement, qu'est-ce que peut et qu'est-ce que ne peut pas la data ? Alors d'abord, la data, c'est pas la capta. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la donnée, c'est ce qu'on donne. Ou mieux, j'ai tendance à dire ce qu'on abandonne. Quand vous utilisez Waze, par exemple, dans votre voiture, vous utilisez quoi ? En fait, un outil collaboratif qui bénéficie du fait que chacun accepte de dire où il se trouve et qu'on le partage dans une communauté et que cette communauté permet de savoir où il y a des bouchons. Autrement dit, on abandonne collaborativement des données qu'on met au bénéfice de la communauté. Ça, c'est une data. Quand, par exemple, Facebook utilise vos données, que vous êtes obligé de laisser pour des raisons XY, parce que tout simplement vous êtes sur Facebook et que vous donnez des endroits où vous vous trouvez, où vous partagez des photos, là, la data se transforme en capta, c'est-à-dire dans quelque chose qui est pris. C'est comme si ce qu'on abandonne, tout d'un coup, était utilisé à une mauvaise fin, un mauvais usage. Mais en soi, la data, elle est neutre. Elle n'est ni bonne, ni mauvaise. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on en fait de cette data. Est-ce que la data va être un outil collaboratif ? Un outil qui me permet, par exemple, à moi, Arte, de mieux servir les personnes qui vont sur le site, de mieux comprendre ce qu'ils désirent et donc de mieux rendre service ? Ou bien est-ce que ça va être une capta, c'est-à-dire quelque chose qui est utilisé à mauvais escient, contre le gré pour lequel je l'avais abandonné, voire même à des fins exclusivement commerciales et une transparence que je n'ai pas requise. La data est neutre d'un point de vue moral. L'usage de la data, c'est le cœur de la morale d'aujourd'hui. On se pose la question, vu le taux de pénétration aujourd'hui dans les foyers des plateformes, des programmes de stock, est-ce qu'il y a encore la place pour des programmes de flux ? Vous qui allez reprendre un groupe dans quelques semaines, un groupe important qui comprend des médias audiovisuels, est-ce qu'il y a de la place pour des émissions quotidiennes, ponctuelles, à un instant T ? Je vais vous dire ce qui se produit.
c'est pas du tout, pour l'instant, dans des catégories de stock ou de flux. Ce qui est en train de se produire dans le monde numérique et dans le monde de l'audiovisuel, c'est la prime donnée au récit fort. C'est-à-dire qu'on est passé d'un univers de l'occupation du public par des productions qui remplissaient le temps à une prime donnée aux narrations puissantes. Alors, effectivement, il se trouve que les films et les séries sont spécialisés dans la narration forte et donc montent naturellement des effets de stock. Mais ça ne veut pas dire que le flux est condamné, pour plusieurs raisons. D'abord, on se rend bien compte que dans le monde de l'information, ce qui se produit, c'est une prime de plus en plus à des narrations de débat. Prenez la manière dont les chaînes d'information aujourd'hui sont en train de trouver leur public, c'est en ouvrant l'espace de l'information à une nouvelle mode de narration qui s'appelle le dialogue et qui s'appelle le débat. Et ça, c'est du flux. D'autre part, le flux qui continue aujourd'hui à être extrêmement important dans la diffusion, c'est le flux des grands événements. Et au premier rang de ces grands événements, quels sont les événements qui racontent le plus? Quels sont les événements qui aujourd'hui rassemblent le plus? Le sport. Le sport. Et donc le flux n'est pas mort, le stock n'a pas raison de l'emporter, ce qui va l'emporter, ce sont les récits les plus forts et les plus événementiels. Et là-dedans, le flux d'information et le flux sportif ont totalement leur place. Qu'est-ce que vous voyez comme développement possible? Vous qui allez reprendre ce groupe et être en charge du développement audiovisuel, quelles sont les pistes que vous voyez pour les prochaines années, sans parler des décennies, mais au moins pour les prochaines années? Ce qui m'a intéressé particulièrement dans le défi que je vais remplir et que je vais essayer de servir de mon mieux maintenant, c'est que cette prime aux 360 degrés dont tout le monde parle, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il faut que nos contenus puissent être sur toutes les plateformes de diffusion, eh bien, on me donne l'opportunité de le faire. Pourquoi ? Parce qu'on a ici un parfait alignement, c'est presque un alignement géométrique entre les 4 axes qui sont les constituants même de ce que c'est qu'une industrie culturelle. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de la radio, il y a de la télévision, il y a de la presse, et il y a du digital, ou des numériques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Autrement dit, on a un alignement pratiquement parfait des 4 manières aujourd'hui de distribuer de l'information, du contenu. Et c'est ça qui est absolument fabuleux dans ce défi, c'est la consolidation stratégique du cœur de tout ce qui fait un média, à la fois la presse papier, à la fois la radio, à la fois la télévision, qui ne sont pas morts, loin de là, et de ces nouveaux moyens de distribution et d'écriture que sont les 3 modes de distribution numérique. Vous vous rappelez lesquels? Il y avait la distribution web, la distribution réseaux sociaux et les 3 média players dont j'ai parlé, YouTube, TikTok et Twitch. Et d'autres à venir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Petite question bonus, une œuvre d'art que vous avez vue récemment et que vous avez aimée, dont vous voulez parler, enfin une œuvre d'art, une œuvre en général dont vous aimeriez parler et proposer. Alors ça ne va pas être une œuvre d'art, ça va être l'œuvre d'un grand penseur à qui je dois beaucoup, qui s'appelle Michel de Certeau, qui a beaucoup traîné dans les milieux culturels avec son concept de braconnage culturel, qui a permis d'éviter l'élitisme de la culture et qui a permis de comprendre comment les codes culturels en réalité nous remplissaient au quotidien. Michel de Certeau, et je vous recommande le dernier numéro d'Esprit qui lui est entièrement consacré. Merci beaucoup. Avec plaisir, Pierre.